Merci beaucoup, chère Anne, Madame la Présidente. Et donc, il m'appartient de vous parler en quelques minutes de l'imagerie juste et de la juste dose. Alors, comme vous pouvez le voir, quand je parle généralement de radioprotection, on va parler de risque, et ça fait toujours peur. Et comme on ne parle que de l'aspect négatif, je commence toujours, très souvent, mes topos par rappeler que l'imagerie médicale sauve des vies. Après, je voudrais voir un petit peu avec vous quelques réflexions. D'abord, pourquoi ce thème, cette question aujourd'hui? Quels sont les risques sur lesquels nous allons parler? Qu'est-ce que c'est cette notion de juste dose? Et enfin, vous dire qu'à mon sens, la juste dose, c'est l'affaire de tous. Alors pourquoi cette question? D'abord parce que les rayonnements ionisants, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Je pense qu'il y a eu des incidents, Fukushima, notamment le dernier, il y avait eu Tchernobyl avant, vous le savez tous. Si vous êtes des adeptes du site de l'autorité de sûreté nucléaire, vous pouvez constater les événements significatifs de risque qui sont rapportés. Et donc on peut également se dire qu'il se passe des choses avec les rayonnements ionisants. Il y a eu également des articles dans la littérature relativement anciens qui faisaient peur sur éventuellement que le scanner en pédiatrie pouvait provoquer le cancer. Ces premiers articles qui étaient dans la presse scientifique, mais également dans la grande presse nord-américaine, étaient fondés sur une hypothèse qui était la relation linéaire sans seuil, et sur une hypothèse forte, mais n'est jamais démontrée. En 2012, Pierce a sorti en revanche une étude épidémiologique qui a mis en évidence un rapport entre un excès de risque de cancer lié au scanner pédiatrique. Alors ceci a été une succession après d'autres articles que je ne vous ai pas cités, mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la question n'est toujours pas tranchée à l'heure actuelle, et que aussi bien le rapport de Lensker que des éditoriaux dans des journaux spécialisés en radioprotection montrent les biais de telles études, et que l'on ne peut, à l'heure actuelle, sur les bases dont on dispose, encore affirmer qu'il y a des cancers provoqués par le scanner. On a une interrogation, ça doit être pour nous un petit clignotant qui nous impose et nous oblige à respecter les règles de la radioprotection, mais en tout cas, pour l'instant, scientifiquement, il n'y a pas encore de consensus pour dire que le scanner provoque des cancers. Il y a un contexte réglementaire, et vous le savez tous, il y a eu tout un corpus réglementaire qui est apparu et qui a été de nouveau mis en évidence cet été par la transcription de la directive européenne 2013-59 qui a remplacé Euratom 97-43 et plein de nouvelles réglementations, aussi bien qui concernent le code du travail que le code de l'environnement, que le code de la santé publique qui nous concerne évidemment un tout petit peu plus. Enfin, nous sommes dans un contexte de médecine personnalisée, et notre but, c'est d'aller vers la médecine personnalisée. Alors, les événements, également les risques auxquels nous sommes confrontés, deux types de risques, des risques dits déterministes, et je vous rappelle que ce sont des risques qui apparaissent lorsqu'un niveau de dose est atteint, ce n'est qu'exceptionnellement le cas en radiologie diagnostique, ce sont des problèmes auxquels nous sommes éventuellement confrontés en radiologie interventionnelle, mais très clairement, regardez la justification, on sauve des vies. De l'autre côté, je vous en ai parlé, des risques stochastiques. En clair, les risques stochastiques, ce sont le risque de cancer. C'est toute la problématique des faibles doses. Et je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, nous considérons qu'il y a encore un doute scientifique. Il sera peut-être un jour levé. La juste dose, c'est quoi? Eh bien, la juste dose, c'est respecter le principe à l'ARA. Et le principe à l'ARA, c'est que l'on doit utiliser la dose aussi faible que possible. Mais ne jamais oublier une chose, c'est que la qualité d'image doit être l'élément essentiel. La radioprotection, ce n'est pas baisser les doses. Si c'est baisser les doses sans conserver une qualité diagnostique, c'est une erreur. Alors, un premier exemple d'un choix technologique, et on peut être très fier en France d'avoir la chance d'avoir une société qui a développé, selon le principe de Georges Charpak, le système EOS, qui nous permet d'avoir en pédiatrie, par exemple, des surveillances de scoliose avec des niveaux de dose nettement inférieurs à ce qui se faisait avant, d'un facteur de 7 environ. Et puis là, c'est quoi la juste dose? Eh bien, si au diagnostic, même si déjà vous avez 7 fois moins de dose, vous avez une image qui est tout à fait de bonne qualité. Lorsqu'il s'agit après de suivre le patient,
on peut se dire qu'on n'a pas forcément encore besoin de la même qualité d'image. Et certaines publications vous démontrent qu'avec encore 7 fois moins de doses, vous pouvez suivre, par exemple, l'angulation de l'angle de Cobb tout à fait dans de bonnes conditions. Ce qui vous fait à peu près 50 fois moins de doses qu'un cliché classique. Mais n'oublions pas non plus que la juste dose, ça vient de la technologie, de la sensibilité de nos détecteurs, des progrès de la reconstruction itérative, la possibilité de réduire nos doses en fonction de la pathologie que nous recherchons ou de la zone anatomique que nous explorons. Si nous explorons le parenchyme pulmonaire où il y a un haut contraste, on peut baisser les doses, de même que si on explore les sinus de la face, c'est très très facile. En revanche, je répète, attention, ne baissez pas les doses de façon sans avoir vérifié la qualité d'image. Vous avez cette publication de Cohen qui démontrait bien que si on baisse la dose sans vérifier la qualité d'image, on aboutit à des images qui ne permettent pas de donner les éléments anatomiques nécessaires à la prise en charge du patient. Et donc c'est une dose inutile et il faut réitérer l'examen. Donc c'est même dangereux. La juste dose, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, c'est une utilisation justifiée des rayonnements ionisants. C'est un dialogue entre le patient et le médecin référent. Je pense que ce dialogue est également tout à fait important. C'est un dialogue entre le médecin référent demandeur de l'acte d'imagerie et le médecin radiologue prescripteur de l'acte d'imagerie. Et ce dialogue doit porter entre le médecin référent et le médecin radiologue sur la justification de la demande, sur la substitution éventuelle d'un examen utilisant les rayonnements ionisants par un examen n'utilisant pas les rayonnements ionisants. Et pour cela, vous connaissez les publications de la Société française de radiologie, et notamment le guide du bon usage des examens d'imagerie, aussi bien pour les examens diagnostiques que pour l'interventionnel. Vous pourrez, pendant nos JFR cette année, aller assister à également ce qui se fait à l'international. Et notamment, je vous ai mis dans la séance radioprotection l'expérience du Luxembourg qui a mené toute une enquête nationale sur la justification. Enfin, c'est aussi la juste dose, c'est l'optimisation de nos procédures par les médecins radiologues, grâce aussi avec les physiciens médicaux qui ont un rôle important à jouer, et nos techniciens de radiologie. On va progressivement on a des NRD par région anatomique, on va aller vers des doses adaptées à l'indication clinique. Et ça, c'est un progrès, je pense, qui va se faire dans les années futures, d'arriver à avoir des doses d'imagerie par indication clinique. Et la dose doit être évidemment adaptée à chaque patient. Et on doit aussi cultiver le principe de l'otite. Je vous ai mis également des séances scientifiques qui allaient dans ce sens, des communications dans ce sens dans nos journées. Et vous avez également les publications qui ont été faites par la Société française de radiologie. Et la dernière a été faite avec la collaboration de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est, pour terminer et conclure, la juste dose, c'est le problème de nos collègues et nos partenaires industriels par leur choix technologique, mais également par la formation qu'ils font des utilisateurs de leurs machines. Et ça, c'est un point essentiel, la bonne utilisation des technologies, bien savoir utiliser les machines pour ne pas avoir d'événements indésirables ou d'événements qui pourraient être préjudiciables. C'est la formation des professionnels de santé, et vous savez que nous sommes obligés par la réglementation de renouveler notre formation sur la radioprotection des patients, et qu'il y a également une formation obligatoire tous les 3 ans pour tous les travailleurs sur la radioprotection. C'est aussi l'affaire des régulateurs qui, ces derniers temps, font pas mal de réglementations et nous incitent à l'évaluation. Et ce qui est mis en avant par la nouvelle directive, c'est vraiment réaffirmer l'importance de l'audit clinique dans nos pratiques. Et enfin, c'est aussi le patient qui doit être informé, acteur de sa santé, et qui doit participer avec à la fois son médecin référent et son médecin radiologue à la prise en charge de sa pathologie, de ses examens, et être acteur de sa santé. Je vous remercie. Merci beaucoup Hubert pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors l'un des domaines où on est obligé de répéter l'imagerie dans le temps, notamment pour le suivi des patients, c'est l'oncologie. Comment on peut faire en pratique pour essayer de limiter cette exposition?
Alors, en oncologie, oui, effectivement, on est amené. Et il y a un développement de nos collègues aussi médecins nucléaires, avec lesquels on collabore sur les PET scans notamment, sur l'utilisation des rayonnements ionisants qui sont source de relativement des fortes doses. Et on peut atteindre des 200 millisieverts facilement en doses cumulées. N'oubliez jamais la justification, le bénéfice, je pense. Et là également, il faut comparer aussi ce risque par rapport aux autres risques en oncologie, notamment des risques liés au traitement, à la chimiothérapie. On sait très bien qu'il y a des leucémies secondaires. On sait aussi que quand on est obligé de faire de la radiothérapie, il y a aussi des lésions secondaires qui peuvent apparaître liées à la radiothérapie. Et le risque lié aux examens d'imagerie existe peut-être, mais il est quand même nettement inférieur. On est sûrement au moins d'un facteur 10 en dessous, voire beaucoup plus. Voilà, donc je pense que ça passe par des protocoles, et que dans les protocoles de soins, dans les protocoles de prise en charge, par exemple, d'un cancer, on doit également avoir le suivi du patient qui est clairement décrit dans ces protocoles, et quelle est la qualité peut-être, où il faut impliquer les radiologues pour dire quels sont les examens, quel est leur rythme, et comment ça doit se faire. Ça ne doit pas se faire sans nous, à mon avis, dans la définition des protocoles de soins.